Alors que nous pensions que la cybercriminalité quand même a vraiment les cybercriminels plutôt, j'allais dire, sont traqués et que des efforts, oui, on le sait, se font pour donc les contrecarrer. Ils sont toujours encore debout et continuent d'escroquer les personnes innocentes. Ce fut le cas d'un étudiant à Parakou, comme on l'a appris à la une du quotidien d'Abarou, où un étudiant a été escroqué pour ses frais d'allocation. C'est vraiment dommage que le phénomène continue. À quand la fin de ce phénomène? Peut-être mes analyses politiques vont répondre à cette question sur ce plateau. Oumar Adéandjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour avec toi et bonjour chers téléspectateurs. Bon, nous sommes face à une situation, on va dire, qui est de l'ordre, c'est humain. Dès l'instant où il y a, vous voyez, Internet, ça vient d'arriver, on va dire, en gros, hein, quand je dis vient d'arriver, c'est des nouvelles choses qui arrivent dans nos Nouvelle vies. technologie. Voilà, ça arrive dans nos vies. Et comme on le sait, Internet, c'est un monde et parallèle au monde réel, le monde virtuel, ça existe également. Donc, de la même manière que dans le monde réel, on a des délinquants, on a des gens qui sont là mal intentionnés. Voilà, de cette même manière, aujourd'hui, on a donc sur Internet des personnes qui malheureusement font des, comment on dit ça, font des mauvaises choses sur donc Internet. Et ça, je pense que c'est des choses vraiment punissables. Et on va continuer à les punir, mais les éradiquer, ça sera un peu compliqué. Éradiquer, ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on a fait, on va arriver à éradiquer tout cela quand on sait que même dans le monde réel, on n'est pas arrivé à éradiquer, je ne sais pas moi, le vol, tout ce qu'il y a comme, voilà, tout ce qu'il y a comme crime. Je me demande comment est-ce qu'on arrive donc à éradiquer cela. Ça sera bien compliqué. Mais bon, c'est un monde, comme je l'ai dit, c'est un monde parallèle, on fait avec. Mais les autorités ne doivent pas baisser la garde, ils ne doivent pas lâcher la, comment on appelle, lâcher prise. Voilà, ils ne doivent pas lâcher prise, continuer donc à sévir contre ces malfaiteurs-là, oui. Mais c'est dommage pour ce jeune homme qui finalement aujourd'hui se retrouve croyant avoir payé ses allocations et finalement il voit qu'il n'a rien payé du tout. J'imagine les efforts, imaginez qu'il quitte peut-être un village pour aller peut-être étudier à Parakou, tout ça. Imaginez les efforts des parents aujourd'hui qui sont complètement vains. Oui. Alors, je vais me retourner vers vous, Hugues Hector Zogo. Bonjour d'abord. Bonjour Maury, bonjour Oumar, bonjour également à tous les téléspectateurs. Alors, Hugues Hector Zogo, ce matin donc, on apprend qu'un étudiant a été escroqué pour son allocation du côté de Parakou. On constate quand même que ces personnes-là, ces personnes continuent quand même de s'adonner à ces phénomènes d'escroquerie, cybercriminalité toujours, ça continue. Est-ce qu'on pourra vraiment venir à bout de ce, comment je vais dire, de cette délinquance sur l'Internet? Oui, je pense que c'est quand même de la mafia. C'est un grand réseau. Et au fur et à mesure que les différents gouvernants travaillent pour que l'on puisse parvenir à combattre ce système-là, il y a les différents acteurs aussi qui ne manquent pas d'ingéniosité. Et de tout temps, ils ne font que faire de recherches pour savoir comment contourner les systèmes mis en place par l'État, par exemple, pour parvenir à continuer leur forfait. Et je me dis, aujourd'hui, dans notre pays, il y a quand même de gros efforts qui se font. Il y a plusieurs milliards qui sont investis pour permettre à des structures bien identifiées de tracter ces jeunes-là. Si vous en entendez parler de part et d'autre encore, c'est peut-être que c'est de nouvelles personnes qui se retrouvent dans le système. Sinon, des gens qui sont restés à faire peut-être 3 ou 6 mois d'activité sur le territoire, qu'il y a eu de plaintes sans qu'on ne parvienne à pouvoir leur mettre la main dessus, je pense que ça va être vraiment rare. Si on se déplace aujourd'hui,
au niveau du CNN pour voir un peu les statistiques, vous allez vous rendre compte que dès que les plaintes sont déposées, c'est au bout juste de quelques 2 mois maxi, hein, il y a toujours l'impact. Donc, les brebis galeuses ne manquent pas. Dès qu'on arrive à arrêter certains, il y aura d'autres qui vont toujours tenter de se retrouver dans le système. C'est comme sur la plateforme Facebook. Hein. Vous voyez des personnes qui se font passer pour des marabouts. Ah oui. Et au même moment où on est en train de les traquer, de la même manière, il y a de nouvelles personnes qui reviennent avec des annonces. Donc, en fait, on se retrouve dans une société qui manque à la limite de travailler à préserver les valeurs. Et donc, ça fait que de jour au jour, chaque citoyen est tenu de collaborer avec la police pour partager l'information. Parce que le cybercriminel dont on parle, c'est quelqu'un qui est très futé. Il se retrouve avec des ordinateurs tout le temps. Vous sentez de la peur peut-être sur son visage. Vous sentez qu'il est assez méfiant. Et il veut s'approcher de personne. Mais il est tout le temps sur son téléphone, sur son ordinateur portable. Et il est là, peut-être que vous aviez d'autres jeunes qui viennent aussi le voir. Ils sont tout le temps enfermés dans leur chambre. Et vous posez la question, qu'est-ce qu'ils font? Et puis peut-être c'est le soir qu'ils se retrouvent dans une voiture et ils sortent de la maison pour ne revenir qu'à 4 heures ou à 5 heures. Un peu. Ils ne reviennent qu'à 4 heures ou à 5 heures du matin. Et donc, l'environnement déjà dans lequel ils se retrouvent, les citoyens, les habitants de cette maison-là, par exemple, peuvent saisir la police et demander à ce que la police fasse une enquête pour voir concernant l'activité que ces jeunes-là mènent. Pour rentrer la nuit avec musique à bord. À bord. Espoir en 2030. Vous voyez, donc moi je trouve que l'État fait déjà beaucoup. L'État fait beaucoup avec l'appui de ses partenaires, la Chine, la France également, ces pays qui ont doté quand même cette structure où on fait un clin d'œil au passage à ces policiers qui travaillent de nuit comme de jour pour donc traquer. Mais je voudrais vous poser une question, Oumari Andiou. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute des victimes? Moi aussi, j'ai été victime. Hein. Est-ce que ce n'est pas la recherche de la facilité qui nous amène à être piégés? Quand je parle de la facilité, je vous donne mon cas. Un jour, je vois un message sur Facebook qui me dit que voilà, est-ce que je suis intéressé à avoir la connexion en permanence? La connexion en permanence. Donc, moi, et qui ne veut pas gagner 20 millions? C'est ça aussi. Et j'ai dit, connexion en permanence. Il dit non, que c'est très simple. On m'a laissé le message que c'est très simple. Que non, il suffit de mettre ce code-là. J'ai regardé le truc. Sincèrement, je n'ai pas du tout eu l'idée que c'était quelque chose qui allait se passer, que c'était un piège. Je n'ai pas du tout eu l'idée. Donc, j'ai regardé le truc le premier jour, j'ai laissé. Je suis parti. Le deuxième jour, je suis revenu. La personne a encore envoyé le message. Il suffit que je mette ce code-là seulement et que, voilà, j'ai la connexion en permanence. Je ne vais plus payer la connexion. Il aurait pu se saisir. C'était sur mon téléphone, bien évidemment. Il aurait pu se saisir de toutes vos données. Non, je vais vous dire. Il n'a pas manqué. Non. Le lendemain, j'ai dit, mais bon, ok, moi aussi, je veux connexion en permanence. Bon, ok, un code qu'il faut mettre, ok. Moi-même, je mets le code. Quand je mets le code, quelques temps après, la personne m'écrit pour dire que un autre code est venu par message sur mon téléphone. D'accord? Et de regarder. Et j'ai regardé. Il a dit de lui donner ce code-là. Et je lui ai donné le code. J'ai donné le code à peine je constate que ma page Facebook a été prise en main. Elle a piraté rapidement. Je n'ai plus le contrôle de ma page Facebook. Et les minutes qui ont suivi, ils ont demandé 8000. T'as mes contacts là, d'envoyer 8000 que je suis en difficulté en mon nom. Que je suis en difficulté. Toi, tu reçois un message qui dit que moi, je suis en difficulté de m'envoyer 8000 pour m'aider. Toi également. J'ai dû rapidement aller dans mon mail, prendre tous mes contacts, leur envoyer des messages à tous immédiatement, que s'ils reçoivent un message qui dit... Un ami d'ailleurs m'a appelé pour dire que Maurice, tu es en difficulté, tu demandes 8000,
c'est vrai, c'est toi. J'ai dit non, hein, qui viennent de prendre mon compte Facebook et que ce n'est pas moi. Voilà, c'est authentique. Ça là, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, c'est authentique. Moi, un ancien patron également a vécu la même situation où quelqu'un se faisait passer pour le maire de Parakou. Vous voyez, lui, c'est un homme d'affaires. Il fait ses affaires, il a envie d'avoir des marchés, il a envie. Donc, quelqu'un qui est le maire de Parakou, avec qui il avait eu contact, il n'y a même pas longtemps, il avait contacté le monsieur. Et voilà le maire de Parakou qui lui écrit encore sur les réseaux sociaux. Donc, il s'est dit que bon, donc le lien qu'il a établi avec lui en le rencontrant, le lien est en train de passer. Donc, il aura peut-être un marché. Et justement, le monsieur, il vient, il lui présente un marché. Comme quoi, la mairie de Parakou, si, ça. Et que bon, maintenant, il faut telle chose. Il a vu le monsieur physiquement? Ou bien c'est sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, on l'a contacté. Mais lui, ayant déjà rencontré le maire de Parakou, il n'a pas douté un seul instant que ce ne soit pas le maire de Parakou. Donc, pour lui, le maire veut bien l'aider. Mais il faut peut-être établir des papiers, voir certaines personnes et tout. Donc lui, il est rentré dedans comme ça, il a commencé à fournir les papiers. Oui, à donner l'argent, à donner tout ce qu'il fallait. C'est la naïveté. Le niveau où ça arrive, moi je sais que c'est de l'escroquerie, c'est quand l'argent rentre. On dit qu'il faut déposer votre dossier et tout, donc, on dit qu'il faut mettre de l'argent là. Il faut faire très attention. La naïveté, il faut faire très attention. Il ne faut pas être naïf sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien pour rien. Les réseaux sociaux, je l'ai dit, c'est un monde parallèle. Compris. Oui, c'est naturel. Voilà. Connexion gratuite. Oui, mais c'est ce que je ne sais pas pourquoi je vais vouloir connexion. Votre cas est un cas d'école désormais. C'est pas normal. Moi-même, aujourd'hui, quand je réfléchis, je dis, mais comment? Voilà, vous avez été naïf. C'est aussi facile comme ça. Voilà. Donc, il n'y a rien pour rien dans la société dans laquelle nous vivons, dans le monde dans lequel nous vivons. Il n'y a rien pour rien. Dès qu'on te demande, dès qu'on veut t'offrir un service, il faut savoir que tu dois payer quelque chose. Si quelqu'un vient t'offrir un service en deçà de ce qui est perçu dans le monde réel, il faut savoir qu'il y a anguille sous roche. Il faut que j'aille fouiller un peu plus loin pour savoir, est-ce que ces gens-là sont vraiment réels? Et puis, il y a des petites erreurs qu'ils font aussi. Hein. Généralement, c'est des gens, c'est vrai qu'il y en a parmi eux qui sont de très bons lettrés, bien instruits. Il y a des petites erreurs, comme vous remarquez déjà les fautes de français, des mots contractés d'une manière bizarre. Il faut faire très attention et savoir que, ceux-là ne sont pas de vrais. Mais il y en a qui sont de vrais faussaires. Hein. Ils sont vraiment très, très forts. Maintenant, la seule chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que là, on a besoin que la population aussi soit vigilante. Des jeunes gens qui ne font rien, qui sont, comme Hector l'a décrit, qui sont tout le temps dans la maison avec des ordinateurs, tout ça, il faut faire attention et alerter. Mais il faut faire attention aussi, parce qu'on fait beaucoup de télétravail aujourd'hui. Moi, il y a toute une période de ma vie où j'ai fait du télétravail. Et je vous assure, beaucoup me regardaient et se demandaient, celui-là, mais qu'est-ce qu'il faut? Alors qu'en réalité, je rédigeais des choses simplement à distance pour des gens qui sont réellement au Bénin ici. Et je travaillais comme ça à distance. Donc, et tout le temps, sur mon ordinateur, je me réveille le matin, je suis sur mon ordinateur, je travaille du matin jusqu'à l'heure normale, jusqu'à 18h. Et c'est après 18h maintenant que je me dis, je sors de la maison, je vais marcher un peu au bord de la voie, tout ça. Et les gens ont commencé à avoir des idées, se demandaient, mais il fait quoi lui? Quel est le travail qu'il fait? Tout le temps, il reste en haut chez lui là, et c'est le soir, il descend. Donc, c'est pour vous dire quoi. C'est vrai, il faut bien surveiller les gens, il faut bien. Mais peut-être, si possible aussi, demandez, mais vous faites quoi? C'est quoi votre histoire? Vous êtes là tout le temps, on ne sait pas. Voilà, c'est important aussi. Surtout quand c'est des jeunes, il faut faire très attention et les dénoncer à temps aussi. Voilà. Oui. Je voudrais quand même rebondir sur la question de télétravail. Quand vous êtes quelqu'un qui vous retrouvez de tout temps en télétravail, ça se sent. Le soir, vous ne vous retrouvez pas avec d'autres jeunes qui... Effectivement, qui ça c'est réel. Ça c'est réel. Et puis dans les bars. Voilà, donc c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a des éléments sensibles sur lesquels les populations peuvent quand même surfer. Tabler pour savoir que ceux-là ne sont pas nets. Voilà. Mais au-delà de ça, je pense quand même que la structure aujourd'hui ou l'organe qui a en charge la lutte contre la cybercriminalité dans notre pays, donc le CNIN, le Centre national d'investigation numérique. Le CNIN ne se lève pas du jour au lendemain pour mettre la main sur des citoyens honnêtes. C'est quand même plusieurs semaines d'investigation. Ils regardent, et puis, check. Exactement, il y a quand même la police républicaine qui est là en appui et qui aussi, à travers ses officiers, mène effectivement des investigations approfondies avant qu'on arrive à pouvoir dénicher ces délinquants-là et les conduire devant le procureur. Donc je me dis,
il y a un travail extraordinaire qui se fait déjà au niveau de cet organe, mis en place par l'État béninois. Mais les citoyens que nous sommes, nous avons aussi le devoir et l'obligation de pouvoir accompagner. Si on ne le fait pas, nous continuerons par subir. Parce qu'en fait, c'est ça, ce que vous avez vécu, tel que vous l'avez présenté tout à l'heure, vous avez subi. Vous avez subi. Et puis, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a ce genre de message-là, malheureusement. Ah bon, ça continue? Oui, mais ça continue. Moi, je n'ai pas pu reprendre cette page Facebook-là. J'ai un ami informaticien, je lui ai dit, voilà, il a dit, oh, ben, je suis en train de lutter avec lui, je vais te récupérer la page. Jusqu'aujourd'hui, c'est quitty. Hein. En fait, je n'ai pas eu cette page. Ce qui est extraordinaire, ceux qui se cachent derrière ce genre d'activité, c'est des personnes qui sont très calés. Ouais. Qui connaissent l'informatique. C'est des gens qui sont... Ouais, qui sont écrits des programmes terribles. Et puis, en mathématiques, ils sont assez forts. En programmation, ils sont assez forts. Donc, du coup, dès qu'ils arrivent à mettre la main sur vos données, c'est très difficile. J'aurais appris quand même qu'ils avaient besoin des pages Facebook qui avaient déjà au moins 15 ans, 20 ans, parce que ce n'est pas des pages qui sont traçables. C'est plus crédible. Quand on a, vous, votre page par exemple, moi ma page par exemple, qui existe depuis peut-être 2000, voilà. Donc, c'est plus crédible, ils se disent, voilà, avec ça, là, je peux... Et puis, nous sommes des gens très sérieux. C'est très rare qu'on dise comme ça, Maury, c'est Ouma, pardon, passe-moi 10 000 là rapidement. Tout de suite, vous allez dire, bon, ok, tu as où, je vais t'envoyer ça. Moi, je ne sais pas. Ce message-là me serait pas venu, je vais dire, bon, Maury, tu as quel niveau, je t'envoie ça tout de suite. Tu vois un peu? Parce que, voilà, parce que je sais que si tu me le demandes, mes amis, voilà. On a signalé la page et tout, et puis Facebook dit non, que tout va bien, la page est normale. Mais puisqu'on parle de la cybercriminalité, moi j'aimerais qu'on élargisse un peu plus le spectre par rapport à tous ces délits-là qu'on peut trouver également à travers les réseaux sociaux. Il n'y a pas que ces jeunes-là, il y a beaucoup de personnes aussi qui s'adonnent à des pratiques qui ne sont pas très intéressantes. Je vais vous donner un cas très précis. Une personne qui est devenue vieille, ses enfants ne sont plus dans le village, tout le monde est un peu à l'extérieur, éloigné. Et cette vieille-là vit seule. Donc, par jalousie, la jalousie qui existait entre, comment on appelle, les coépouses, a poussé finalement les gens à la traiter par exemple de sorcière. Et on fait des manigances sur Internet, on fait des mises en scène et on décrit comme si c'était elle, la sorcière, des choses comme ça. La vieille, elle n'est jamais sortie, elle n'est jamais allée voir quelqu'un. Et c'est des gens qui se disent religieux, et je vous assure, le moral de ces enfants aujourd'hui, mais c'est au plus bas. Ils ne comprennent rien. Une situation réelle. Oui, une situation réelle. Donc, une vieille qui est restée dans son village, qui aujourd'hui n'a plus vraiment... qui a vécu tout le temps dans ce village-là, mais qui aujourd'hui ne sait même plus s'il faut continuer à vivre dans ce village-là. Tellement l'image a circulé, comme quoi on dit que c'est elle, la sorcière, qui fait ci, qui fait ça. Du village. Donc, il faut faire très attention. Des sorciers, ça existe. Mais aller jusqu'à ce point sur les réseaux sociaux, moi je pense qu'il faut qu'on sévise de ce côté-là aussi. Moi je crois, j'ai écrit même sur les réseaux sociaux, oui, j'ai essayé de contacter le CENIN par rapport à ça. Oui, les enfants portent plainte pour diffamation contre IS et ils vont faire les enquêtes. Voilà, moi qui a été la première personne à poster une telle image? Je leur ai proposé et je ne vais pas baisser la garde par rapport à ça. Si un jour ça arrive, parce que le mal que ça leur a causé, moi je l'ai vu même dans... C'est terrible. C'était voilà. Une mère, votre mère qui n'est plus en peur, votre mère qui pleure comme ça à chaudes larmes, donc ça fait mal aux enfants. C'est vrai que ça fait mal. C'est peut-être pour atteindre les enfants qu'ils ont fait ça. Voilà, moi je trouve que le mieux à faire c'est de porter plainte. Oui, c'est aussi simple. Il y a des organes qui s'en occupent. C'est mieux de le faire que de porter aussi. Donc je voulais là vous évoquez le problème où on vilipende les gens, on détruit l'image des gens, on fait de la diffamation, nuit aux autres par les réseaux sociaux. Donc je pense quand même pour la plupart du temps c'est aussi de la naïveté. Les gens ne maîtrisent pas les tests, les lois, et puis ils pensent un instant que, bon, voilà, dès qu'ils ont une information privée, par exemple, ils peuvent divulguer ça sur Internet. L'autre information, c'est que tous les réseaux sociaux, pas réseaux sociaux, même bon, les réseaux sociaux en ont parlé, mais les quotidiens, tous les quotidiens en ont parlé, c'est ce procès-là qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive pendant plusieurs jours, qui a été suivi
comme du lait sur le feu. Hein. Bon, oui, suivi, surveillé, bon, d'accord. Et ce procès-là, également, ça m'a fait rappeler le procès ICC qu'on a suivi tous attentivement, seulement que ce procès n'a pas été retransmis à la radio, mais il y a des structures qui quand même suivaient chaque minute de ce procès. Aujourd'hui, le verdict est tombé. Vous avez suivi un peu les propos des accusés à la barre. Hugues-Hector Zogo, ce procès, qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui? Quelles leçons peut-on tirer de ce procès? Ma question, elle est claire. C'est déjà 6 jours de procès. Et, on retient que Olivier Bokor, Osvaldo Beki et Roch Nyeri sont condamnés pour 20 ans de détention criminelle avec 4,5 milliards d'amende à pouvoir payer. Et les 3 sont également condamnés à payer solidairement une somme de 60 milliards de nos francs CFA. Et les 3 autres co-accusés se retrouvent acquittés. Donc c'est le verdict qui est tombé depuis hier dans l'après-midi. Alors, la question que vous posez... Ils peuvent faire appel. Oui, ils ont la possibilité de faire appel. Ils ont la possibilité de faire appel et puis on va voir. D'accord. La question, c'est les leçons oui. à tirer de ce procès. Les leçons à tirer de ce procès, il y en a tellement. La première leçon que moi, je trouve, c'est une question de loyauté. Il faut pouvoir rester loyal à la République. Loyal à la République, parce que dès que vous restez loyal à la République, il y a un certain nombre de choses ne vous passe pas par l'esprit. Qui ne vous passe pas par l'esprit. Parce que, écoutez, quand on a entendu parler de ce procès à tournure ou à connotation politique, tout de suite, tout le monde se disait, bon voilà, c'est un coup formanté. C'est un coup. Et moi, il y a beaucoup, beaucoup qui véritablement n'y avait pas cru. Ouais. Pratiquement, il y a des gens qui m'ont engueulé parce qu'ils ont voulu laisser berner. Je crois jusqu'au 5e jour du procès. C'est un coup monté. Même jusqu'au 5e ou jusqu'au 4e jour du procès, tout le monde se retrouvait quand même à se dire que c'était un coup monté. C'est incroyable quand même. Oui, c'est incroyable. Tout le monde se retrouvait dans la posture de, en tout cas la quasi-totalité des citoyens se retrouvaient dans la posture de c'est un coup monté. Et vous savez... Mais qu'est-ce qui a balancé, je vais dire? Comment vous avez dit? C'est les déclarations de ces personnes-là. Voilà. Donc quand on a commencé par lire les dépositions que les auteurs même ont eu à faire. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, mais attention, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que voilà, les accusés se sont retrouvés devant la barre et ont refusé de faire de déclaration. Leurs avocats se sont déconstitués dès les premiers jours du procès. Ça, c'est l'expression juridique. Sinon, les avocats les ont abandonnés, les avocats les ont lâchés, oui. On peut le dire. Les avocats se sont déconstitués, le français la décision approprié. De ne pas les défendre, de ne pas continuer par les défendre. Pour des raisons données. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des irrégularités, qu'ils avaient relevées. Alors, le procureur spécial, quand vous le suivez, il dit tout ça fait partie du procès. Parce écoutez, ce sont eux qui ont étudié le contenu des déclarations. Ils savaient ce que les intéressés même avaient déjà déposé. Mais nous qui sommes citoyens, nous qui sommes journalistes, on n'était pas au cœur de ces informations-là. Donc, à un moment donné, on se disait, bon, écoutez, c'est un jeu, ça va. Mais en réalité, quand on a commencé par écouter les différentes déclarations qui ont été faites... Les témoins à la barre. Je ne voudrais même pas m'intéresser aux témoins. Parce qu'il peut arriver qu'on se retrouve avec des témoins... Qui ne disent pas la vérité. Qui ne disent pas la vérité, des témoins qu'on ait montés. C'est des choses qui peuvent arriver dans un procès. Mais... quand c'est la déclaration, la déposition, c'est moi-même qui ai dit de l'intéressé. Voici. Et cette déposition-là se sont faites devant des avocats. D'accord? Quand je prends Osvaldo Beki, ancien ministre des Sports, quand je prends Olivier Bokor, ami proche au chef de l'État, quand je prends Roch Nyeri, qui se retrouve être comptable
de Olivier. D'une entreprise. D'une entreprise. Bon, voilà. Et puis, écoutez, quand ces acteurs-là, ce n'est pas des personnes naïves, c'est des gens d'un rang social donné. Et donc, avant qu'ils ne fassent une déposition, ils savent un peu ce que ça représente dans un processus. Est-ce que Roch n'est pas gestionnaire d'une entreprise? Oui, si, qu'il soit comptable. Exactement, il n'est pas comptable. C'est son comptable qui a été acquitté. Très bien. Alors, donc, du coup, il s'est fait que, en présence de leurs avocats, ils ont fait des déclarations. Et c'est ça qui, en réalité, constitue la déposition pendant la période d'instruction du dossier. Et la stratégie que la CREET a pu mettre en place plus tard, et peut-être à laquelle ils n'ont pas pensé, c'est que en faisant pression sur la Cour, en disant qu'ils n'ont pas pu constituer d'autres avocats, d'autres défenses. D'autres défenses, d'accord. On se dirait, il ne peut pas avoir procès dans ce contexte-là. On va bloquer. Sans la défense. Sans la défense. Et donc, on va bloquer. On va bloquer jusqu'au jour où on parvient quand même à constituer la défense et que les débats puissent se poursuivre. Mais malheureusement, ou heureusement, la Cour, comprenant quand même toutes les subtilités, a demandé à ce que les débats puissent se poursuivre. Et comme il fallait éclairer l'opinion publique, ils ont maintenant pris la décision de faire lecture du procès verbal de leur déposition. Wow. C'est là où tout sinon, a été normalement, l'opinion publique ne devrait pas avoir accès au contenu de cette déposition. Exactement. Donc, cette déposition a été considérée comme si c'était eux-mêmes qui faisaient leur déclaration. Déclaration devant la Cour. D'accord. Donc, puisque c'était à l'étape de l'instruction. Alors, tout ce que vous dites à l'étape de l'instruction, c'est tout ça, en fait, qui permet au juge de poursuivre les enquêtes. Parce que vous pouvez faire la déclaration et dire, par exemple, que vous ne vous retrouvez pas du tout dans ce dossier, mais que, par contre, telle ou telle personne vous aurait approché entre-temps. Donc, à partir de ce moment où vous le dites, ça permet au juge de continuer ses investigations, mais cette fois-ci, en allant vers ces personnes-là, que lui ne soupçonnait pas. Ouais. Et la loi vous protège en fait, puisque dans votre déclaration au niveau de la période d'instruction, on considère que c'est confidentiel, c'est entre le juge et vous. Mais jusque-là, il y a beaucoup de Béninois qui ne croient pas, qui ont du mal à croire à cette affaire. C'est pourquoi je vous ai parlé de loyauté, loyauté à la République. Quand vous regardez les intéressés, je prends par exemple le ministre des Affaires, le ministre Oswald Omeki, jeune, qui a été l'un des premiers acteurs ayant travaillé à l'élection du président Patrice Talon en 2016. En 2021, si je ne me trompe, en 2016 déjà, c'était eux qui avaient payé la caution. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Pour que le chef de l'État se fasse élire. C'est eux qui ont payé la caution. Et donc, quand vous retrouvez quelqu'un du genre, et lui-même, au cours du procès, il a fait une déclaration pour dire qu'il est le fils du chef de l'État. Oui, il l'a dit. Il a dit. Oui. Mais à aucun moment, il ne s'imaginait qu'on pourrait faire lecture de sa déposition, passée en période d'instruction, à la Cour. Donc, jusque-là, en fait, les accusés continuaient de mettre en place une stratégie pour permettre au peuple de se dire « ça, c'est un coup monté ». Comment vous pouvez imaginer qu'un ministre de la République, un ancien ministre de la République, qui a acheté un véhicule à 3 jours du forfait, déplace ce véhicule-là vers un quartier populaire de Cotonou et demande que l'on puisse changer la plaque. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui, à travers sa déposition... Quand il demande de changer, ce n'est pas qu'il demande de changer officiellement. C'est pas qu'il demande de changer officiellement. On change la plaque de manière... Voilà, on change la plaque sans que cela ne soit, c'est-à-dire un acte officiel. C'est ça. Je crois que c'est des éléments assez flous. Qui donne les plaques
qui immatricule les plaques l'ANAT, oui. de nos différentes, de nos différents véhicules. C'est l'ANAT, c'est comme il a dit. Mais un ancien ministre de la République qui se permet de faire ça, à quelle fin? Et plus tard, dans ses déclarations, il dit que c'est pour pouvoir déplacer de l'argent, transporter de l'argent. Attendez, Mais si vous voulez déplacer de en l'argent... venant ici ce matin, moi, j'avais 2 milliards dans ma voiture. Qui va le savoir? Je peux déplacer ma voiture comme Merci. je le veux. Il dit qu'il veut déplacer l'argent de sa maison au niveau de la Révive, de quitter la Révive pour se rendre au niveau de Fige-Rosset, déplacer 1,5 milliard de la Révive pour Fige-Rosset. C'est ça qui l'a poussé à déplacer un véhicule acheté il y a 72 heures et à changer la plaque. Un instant, oui, qu'est-ce qui vous Non, moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est l'argent. Pourquoi est-ce qu'on garde autant d'argent en espèces chez soi? Enfin, je n'arrive pas à comprendre. Quelle que soit la richesse qu'on a, moi, je pense que la logique aujourd'hui, c'est quoi? On peut garder des biens précieux, on peut garder du diamant, on peut garder de l'or, tout ça dans des coffres forts chez nous. Mais l'argent aujourd'hui, je pense que les banques sont démocratisées. Enfin, les banques, c'est partout dans le monde. Non, il y a des institutions financières. L'argent a été cherché au niveau de plusieurs banques. Voilà, et c'est parce pourquoi que je dis, les dépositions l'ont démontré. Il y a eu 200 millions par ici, il y a eu 600 millions par là, il y a 800 millions par là. Tout ça a été dit. Voilà, il y a tellement d'éléments qui rendent, enfin, ce qu'on leur reproche plausible finalement, quoi. Voilà. Et dès que la justice a dit son dernier mot, moi je pense que, en tout cas au Bénin, jusqu'à l'heure actuelle, quand la justice a pris la décision, tout le monde s'y conforme. Enfin, on est obligé de... Et je crois que la sentence également, le verdict est, à mon avis, conforme, est à la hauteur, je veux dire, de ce qui leur est reproché. 20 ans pour tentative de... Non, complot contre l'autorité. Complot contre l'autorité. Voilà. Donc moi je pense que c'est conforme. C'est un affaire grave. Au-delà des cas que vous avez, des cas pratiques que vous avez évoqués, je voudrais qu'on tire des leçons. Oui. Il faut tirer des leçons de ces choses-là qui arrivent en notre temps, que nous avons, tout le monde n'a pas l'occasion de vivre ces choses-là. Il faut tirer des leçons de ces choses qui arrivent en notre temps. Parce que ça veut dire que est-ce que véritablement on peut compter sur un ami? C'est la belle première chose. Ça, c'est la première chose. Mais ça, moi j'ai du mal à en parler parce que malgré tout ce qu'on dira, c'est un déchirement entre deux hommes aujourd'hui. C'est vraiment une rupture, mais terrible, entre peut-être deux familles, peut-être même plusieurs familles qui se connaissent depuis très longtemps, qui aujourd'hui peut-être ne voudront plus jamais se rencontrer, les enfants ne voudront plus parler entre eux. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est vraiment terrible pour moi. Sociale. Voilà, c'est une fracture sociale. Et ça, moi personnellement, je trouve cela vraiment très terrible. C'est terrible sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, c'est quelque chose d'énorme. Maintenant, au-delà de tout ça, moi je dis, tout le monde est justiciable. Quel que soit le niveau où vous vous trouvez, faites très attention. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul ne doit penser que, bon, parce que je suis maintenant ici, je peux me permettre un certain nombre de choses. Non, il faut faire attention. C'est interdit. Quand vous devez faire des choses qui peuvent vous créer des problèmes, réfléchissez toujours très bien avant de poser des actes. C'est très important. C'est très important. Ce n'est pas parce que je suis très proche du chef de l'État, très proche du CIE, ou bien je suis au plus haut sommet de l'État que je vais me permettre un instant. Non, la justice est là pour tout le monde. La justice est là pour tout le monde. La preuve, nous, quand nous venons sur ce plateau-là, pourquoi est-ce que nous faisons l'effort de respecter les règles de notre métier? C'est parce que tout simplement, c'est comme ça. Si on ne le fait pas, on va se retrouver en porte-à-faux avec donc les institutions chargées de surveiller donc la presse. Ça, c'est la première des choses. Et en plus de ça, la loi de la République peut nous frapper également. Donc voilà les raisons pour lesquelles il faut faire très attention. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Il ne faut pas se mettre au-dessus de la loi. Il ne faut pas penser que maintenant, comme c'est... Non, ça ne sert à rien. Et je pense que c'est quelque chose d'inédit, ce procès est pratiquement inédit dans notre pays. Oui. Vous avez parlé de ICC, c'est rien, ça c'est rien du tout. Mais rien. Ce procès, c'est inédit, c'est quelque chose d'énorme qui arrive. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Voilà. Et est-ce que je voudrais aussi poser une question
on voit bien que du jour au lendemain, Oui. on peut quitter héros pour venir à zéro. Ça, c'est vrai. C'est ça. Je crois que c'est un vrai. Ivoirien qui a chanté. Et je pense Et c'est très bien. Enfin, allez-y. Il y a le procureur spécial, Mario Metonou, qui a dit, il a fait plusieurs déclarations, mais il y a 2 déclarations qui ont retenu mon attention. Moi Il dit, également. je suis plongé dans un dilemme cornélien, plongé dans un conflit entre l'amitié, l'affection et le devoir. Mais le devoir m'appelle. Je vous connais toujours, mais le devoir m'appelle. C'est là, c'est ça où j'ai été. Oui, moi j'étais très Le sensible à devoir cela. m'appelle. Au-delà, il dit, je dois le confesser, j'aurais préféré être ailleurs ce matin, j'aurais préféré que ce soit un canular, un mauvais rêve. C'est pour vous dire que jusqu'à... Quelle est la profondeur C'est pour vous dire que jusqu'à un moment donné, chacun continuait de se dire non, c'est pas évident, c'est pas vrai, ça ne pourrait pas arriver. Mais voilà les déclarations des accusés même en instruction. C'est eux-mêmes qui ont déposé. En fait, si ce n'était pas leur propre déclaration et si c'était peut-être d'autres propos qui ont été, d'autres propos de témoins par exemple, voilà. Moi, venu sur ce plateau ce matin, je vous dirais autre chose. Mais je ne peux pas comprendre qu'un ancien ministre de la République, quelqu'un qui a travaillé à élire le chef de l'État, se retrouve dans cette posture. Quand vous prenez Olivier Bokor, il a dit, c'est plus de 40 ans d'amitié. Quelqu'un qui est resté tout le temps avec le chef de l'État, a travaillé avec lui sur pratiquement tous les dossiers. Que celui-là se retrouve dans cette posture. Vous imaginez ce que vit le chef de l'État actuellement? Vous imaginez la profondeur de la douleur. Ce ne sera pas une joie pour le chef de La l'État. profondeur de la douleur que traverse le chef de l'État en ce moment précis. On est en train de parler de tout le monde, mais on ne pense pas au chef de l'État là. Parce qu'il a été trahi. Mais écoutez, c'est comme je me retrouve sur ce plateau ce matin et on est en train de médire sur ma personne. Et vous étiez en train de me soutenir mordicus. Et on sort une preuve qui m'accable. Dans quelle posture vous allez vous retrouver? Très déçu. Et donc c'est ça que le chef de l'État est en train de vivre en ce moment précis. Parce qu'il va continuer par se poser des questions. Parce qu'il a suivi le procès comme tout le monde. Comment je suis arrivé là? Comment ils en sont arrivés là? Voilà, c'est ça. Non, il va se dire même comment lui-même il est arrivé là. Comment est-ce qu'il a pu croire en des personnes qui étaient capables de lui faire ça? Il va se poser à 1000 fois cette question-là aujourd'hui. C'est vrai, il va se poser cette question-là. Au-delà même de ça, déjà même, vous voyez, c'est le chef de l'État, c'est lui. J'ai une expression que j'utilise très souvent, je vais la répéter rapidement. On dit, c'est le bateau qui reste à quai qui ne fait pas de vagues. Ça veut dire que celui qui ne fait rien, nous qui ne sommes pas aux affaires, quand nous sommes là comme ça, on critique, on parle. Déjà, ils subissent ça déjà au quotidien. Chaque matin, les gens se lèvent. Oui, ils ont pris tel milliard pour faire ci, alors que c'est une petite portion de route, ils ont fait ci. Et ils subissent ça tous les jours. Et brutalement comme ça, ceci aussi arrive. Ceux qui sont les plus proches encore, lui mettre les bâtons dans les roues, c'est compliqué à supporter. Et moi, je pense sincèrement, enfin, vous savez, j'aimerais dire quelque chose rapidement. Hein. Généralement, quand on est sur ce plateau, on a plutôt les propos un peu plus, on va dire, acerbes vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. C'est un peu ça aussi le rôle de journaliste. Tirer la sonnette d'alarme, tout ce qui ne va pas. On l'a toujours fait, ok? Mais quand le moment vient également de pouvoir dire, ah, voilà ce qui arrive là en ce moment, c'est contre le dirigeant. Il faut pouvoir le dire également. C'est ça aussi le rôle du journaliste. Vous savez, la foule aime qu'on dise et que le plus petit s'en prenne au plus grand. La foule aime ça. On se dit, oui, ça c'est bien ça. Il est audacieux, il est courageux. Non, mais au-delà du courage, au-delà de tout, moi je pense qu'il y a un certain réalisme aussi dont nous devons faire preuve. Quand il y a certaines choses, il faut pouvoir le dire. Je ne voudrais pas être à la place du chef de l'État. Moi, je n'ai rien subi, mais à vous entendre, je suis meurtri. Ça dit que Écoutez, vraiment... C'est une grosse épreuve pour lui qu'il traverse. Olivier Bokor qui, devant la cour, dit « Rien n'est éternel, sauf Dieu, tout passe ». Vous voyez ce genre de déclaration qui, en réalité, permet aux citoyens que nous sommes de se dire « Voilà un innocent ». Tout ça, c'était bien avant qu'on ne fasse lecture de leur déposition. Mais quand on a fait la lecture de leur déposition, quels ont été les propos qui ont été
la suite. Donc c'est pour vous dire que parfois les citoyens aussi, ces acteurs-là les connaissent. Ces acteurs savent que les citoyens aiment entendre certaines choses. C'est ça, ils aiment ça. Ils savent que... Quand on commence à parler de Dieu, Dieu, Quand Dieu, on commence Dieu, à Dieu, jouer la victimisation... Ils aiment ça. ils aiment ça. J'espère que vous ne ferez pas Non, pas du tout. Ne vous en faites Non, pas. c'est vrai, vous allez travailler à nous faire arracher Un sourire, Un sourire. dans une situation assez Mais- sérieuse. Oui, mais... Parce que, écoutez, là maintenant, le chef de l'État se retrouve très embarrassé. Même ses proches collaborateurs, les ministres actuels, je n'aimerais pas être à leur place. Parce que dès qu'il y aura une petite erreur, ces ministres vont se dire, qu'est-ce que le chef de l'État serait en train de penser de moi? En fait, ils ont détruit l'environnement. Ils ont détruit L'environnement de méfiance. la Voilà, sérénité, oui, ils ont installé la un sérénité dans environnement laquelle de- le chef de l'État méfiance, travaillait. ouais. C'est fini. Ils ont réussi à détruire ça. Et si vous ne vous retrouvez pas dans un environnement serein, à quel moment vous pourrez donner un résultat extraordinaire? Non, mais moi, je pense que ça reste quand même... des Je personnes- voudrais également que vous vous prononciez sur un message que j'ai entendu, le commandant de la garde républicaine qui a fait sa déclaration, mais à la fin il a dit « Je ne suis pas un héros, je suis juste un soldat ». Oui, moi, je pense que c'est plutôt... Moi j'aurais même aimé qu'il dise « Je suis juste un soldat républicain ». Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'il est resté loyal à la République. Moi, je pense que c'est important. N'eût été ce monsieur, peut-être qu'on serait dans une autre situation. Oui, dans une situation de déception incroyable au Bénin, voilà, où on serait dans... Voilà. Et finalement, grâce à lui, on sort, c'est-à-dire sans coup férir de ce problème-là. Moi, je pense que c'est un message. Ce monsieur-là, c'est un message au-delà de l'acte qu'il a posé. Son acte qu'il a posé, je veux dire, est un message qu'il envoie à tous les Béninois. Quel que soit Alpha, quel que soit le problème, restez fidèles au pays. C'est très important. Et Restez aussi, il fidèle envoie un au message, pays. un signal Restez fort. fidèle à la Un signal Constitution. fort à notre armée. Merci. Puisque ça fait des années Années qu'on a fini avec les coups Voilà. d'État et tout ça. Voilà. Il a envoyé un signal fort à Et l'armée voilà. pour dire plus Jamais jamais de ça. coup d'État Et on l'a au dit Bénin. depuis 1990, on n'a Oui. dit plus jamais ça Oui. au Bénin. Et donc c'est terminé. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on va, on va le féliciter? Moi, je ne dirais pas que je vais le féliciter. Est-ce que c'est Il a une fait question- son boulot C'est jusqu'au bout. au-delà Vraiment, des il a fait son félicitations. boulot C'est au-delà jusqu'au des bout. C'est pas une question de félicitations, mais c'est une question d'amour à la patrie. Et la patrie doit La patrie être doit reconnaissante. pouvoir lui être reconnaissant. Quoi qu'on dise, la patrie doit pouvoir lui être La reconnaissant. reconnaissance à un soldat, c'est ici, hein? Oui, C'est ici. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est sur l'épaule. Oui, Écoutez, c'est réel, ouais. Vous et moi, on ne se retrouverait pas sur ce plateau ce matin si ce coup formanté était allé au bout. Parce que quoi qu'on dise, Bon, on ne sait pas là. mais on ne serait pas là. On ne sait pas là. Et attention, c'est quand même plusieurs centaines de millions. Quel salaire va-t-il gagner pour un Même jour? en 50 ans, il n'aurait Il pas n'aurait pu pas eu réunir ça. l'argent qu'on lui proposait. Mais malgré ça, il est resté solide. Et ça, il est resté Wow. serein. Lucide. Oui, il est resté intègre. Il ne s'est pas laissé faire, il ne s'est pas laissé corrompre. Et voilà, c'est ce qu'on attend de tout homme. Enfin, rester républicain. On est allé jusqu'à Rester le dire qu'il est le plus Le- pauvre. Le soldat doit rester Le républicain. plus pauvre C'est essentiel. des quoi? Le plus pauvre des gardes. Des commandants. Des commandants, gardes républicains qui entourent le plus pauvre de je ne sais l'Afrique, pas si de je la pourrais sous-région. retrouver la déclaration, mais il y a une déclaration qui a été faite par le procureur spécial concernant le don que Oswald Oui, Obeki... bon, moi je me rappelle de quelques phrases. Voilà, il a dit, vous êtes, vous l'avez retrouvé? je l'ai retrouvé. Il Oui. dit, c'est le procureur spécial de la Criette, Qui parle. Mario Méthode, qui parle. parle. Il dit, cette générosité exclusivement en direction du colonel en charge de la sécurité du président de la République n'est pas neutre. Il s'agit d'un cadeau offert dans un but de briser la loyauté du colonel. Fin de citation. C'est beaucoup d'argent. hein. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est comme si on voulait acheter la conscience. La de conscience. quelqu'un. Oui, c'est beaucoup Ça veut d'argent. dire Il que faut- on veut acheter la conscience de plusieurs officiers, en l'occurrence des généraux.
Parce Bon. qu'on ne pourrait pas faire ce coup Allez, d'État-là sans... quand on veut faire coup d'État, ça n'aurait pas besoin d'autant de tapage et tout. Donc, quand on veut faire coup d'État, ce n'est pas beaucoup de gens qui font coup d'État. Oui, mais... Quand on va dans l'histoire, Ne parlons quand même on pas- va dans ne parlons même pas- l'histoire du Bénin, Oui. on ne sait, personne ne sait même quand est-ce qu'ils veulent le faire. Bob D'autres sont en train de Denard, jouer. Comment vous appelez le truc là Adi, d'autres, là. Adi, Domino. Domino. Ouais. D'autres, non pas Domino. Awalé. Oui, bon, En- oui, en- Awalé, en- mais ouais. généralement au Bénin, beaucoup l'appellent aussi. Les gens Domino. sont en train de jouer à Awalé, on vient les chercher pour dire bon, il y a un coup d'État, venez prendre le pouvoir. Oui, c'est ça. Personne n'est informé. Maintenant, ici, il faut. Non, mais non, là, non. aussi, l'information était Non. allée au niveau de personne. Et vous savez, il y a un aspect sur... C'est le commandant Il y a un aspect, il y a un révélé aspect sur lequel on ne va quand même pas passer inaperçu. Parce que le colonel aussi l'a dit, à un moment donné, il a pris peur. Et ça, c'est normal. Hein. Oui, il a pris Autant peur. d'argent. hein, Parce tu qu'il dois se avoir peur. retrouvait... écoutez, si entre-temps, Je ne ceux-là... vous arrête pas. Oui. Marcel demande qu'en est-il de ce que Omeki lui a dit. Oui, Omeki a dit qu'on n'a pas besoin d'être riche. Ouais, On n'a pas besoin d'être riche riche, pour être généreux. pour être généreux. Il est le seul à savoir ce qu'il dit. Dans ce contexte précis. Moi, je ne voudrais pas faire de commentaires par rapport. Mais je me dis, le colonel, à un moment donné, il s'est retrouvé à avoir peur. Peur pourquoi? Mais c'est quoi cette Ima- générosité ima- où on donne des centaines de millions à quelqu'un? Mais en Ima- fait, imaginez, Attendez, il y a un souci. Des imaginez dizaines de que- millions, je crois. Voilà, des dizaines de millions à quelqu'un. C'est qu'il y a un problème. On vient acheter quoi chez lui? Imaginez Qu'est-ce que- qu'on veut? Imaginez que... On veut qu'il se d'accord, soumette, on veut quoi? Imaginez, Maury, imaginez un instant que le colonel, à un moment donné, Oswald Omeki, Olivier Bocor, ait découvert qu'il ne voulait pas effectivement leur rendre le service. Et que ce soit eux qui subtilement tiennent informer le chef de l'État qu'il y a un coup comme ça qui se menait et qu'ils ont poursuivi la discussion avec le colonel jusqu'à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez la conséquence? En fait, c'est le Bénin qui a juste une âme. Le Bénin a juste une âme. Et puis- nous devons faire très attention. Voilà. Parce que c'est l'âme du Bénin qui a sauvé ce colonel-là. Parce qu'à un moment donné, les autres aussi pouvaient comprendre que, en fait, c'est vrai, il est en train de s'approcher d'eux, il partage des informations avec lui, mais qu'il ne va pas faire ce coup-là. Et s'ils s'en rendent compte, voilà eux qui ont déjà avancé dans la discussion avec lui. À un moment donné, ils vont chercher à informer le chef de l'État que, bon, en fait, celui qu'il a comme commandant de la Qu'ils garde l'ont républicaine, testé, ils qu'ils l'ont l'ont testé, et que, bon, voilà ce qu'il a pu dire, voilà ce qu'il a pu faire. Et Parlons de effectivement, il y aurait les leçons- preuves. Parlons de leçons à tirer. Pour finir, J'aimerais dire que nul n'est censé ignorer la loi. Et le colonel a bien appliqué la loi de son pays, il a bien respecté la loi de son pays. Dès qu'on te propose un truc comme ça, la loi t'impose de le dire en même temps, d'aller faire une déposition immédiatement. Ah, des personnes comme ça. Ça là, il faut qu'on attire l'attention. Sont venus me proposer telle chose. Il faut qu'on attire l'attention parce que beaucoup ne le savent pas. Voilà. Donc, dès Beaucoup qu'on ne vient le vous savent pas. proposer des coups contre l'État, il faut aller immédiatement le dire. Voilà. Est-ce que On c'est va- ce on Il vient faut de- aller voir le procureur, non? Voilà. C'est ça, non? c'est le Voilà. Il faut procureur. aller voir Et le procureur. Il faut le faire. Et je pense que c'est la grande leçon aussi à retenir. Parce qu'on ne sait pas ce qui viendra demain encore. Donc, il faudra faire très attention. Quelqu'un vient vous Désormais. voir, Voilà. vous propose un complot contre Ce n'est- l'État ou ce n'est- l'autorité ce de n'est l'État. pas que seulement le complot, hein. Tout ce que vous trouvez que ça, en fait, ça ne répond pas à la norme et qui va toucher à l'intégrité territoriale ou à l'intégrité physique. Déplacez-vous, allez voir le procureur et dites exactement ce qu'on est venu vous proposer. Voilà. En fait, si vous ne le faites pas, et demain, On apprend que vous étiez informé. on apprend que vous aviez Vous été êtes complice, informé. hein. Le simple fait d'avoir Vous été êtes informé complice. fait de vous un complice. Et si vous êtes complice, c'est le nombre d'années qu'on donnera à la personne au verdict. C'est ce même nombre d'années qu'on On va vous donnera. appliquer. On va vous appliquer. Donc, quand vous avez une information et vous savez que cette information-là, elle est dangereuse, ne la partagez même pas avec votre femme avant de vous rendre Chez au le tribunal. procureur. Rencontrez le procureur. Et c'est pas que vous allez là-bas et vous commencez pas à voir n'importe qui, vous commencez pas à en parler. Non, je voudrais rencontrer le procureur de la République. On cherchera à savoir ce pourquoi. C'est pour
partager une information sensible avec le procureur de la République. Dès que vous le dites, on va l'informer et puis il va demander à ce qu'on vous emmène vers lui et vous allez partager l'information. Et la suite, la justice va s'en occuper. Voilà. Très bien. C'est très important. Autrement dit, par exemple, quelqu'un vient te voir pour dire, voilà, tu vas rester dans le plan, on va assassiner telle personne. C'est très dangereux. Il faut aller très le vite. simple fait de l'avoir entendu, le simple fait de l'avoir entendu, si vous n'allez pas voir le procureur pour l'informer, et demain on arrive à mettre la main sur les intéressés, il dira, on lui posera la question, qui sont ceux-là qui ont appris un tel coup, avec qui vous en avez parlé préalablement. Il va vous citer. Dès qu'il vous cite, on vient vous chercher en tant que complice. Ce n'est pas une question de non, j'ai entendu, mais j'ai refusé. Non, c'est rien de tout ça. Dès que vous êtes informé, dès que l'information est passée chez vous, automatiquement, il faut aller voir le procureur. Très bien. J'espère que les Béninois qui nous suivent vont tirer la leçon par rapport à cette information. Juste une petite dernière leçon. C'est inscrit dans le code pénal, c'est ça. Le code pénal de notre pays. Donc, il va falloir en tenir compte. Si vous ne le savez pas, vous le savez désormais. Vous ne pourrez pas dire que vous ne le savez pas. On vous a informé. Une dernière leçon que moi je tire vraiment, c'est que quand une affaire est pendante devant la justice, laissons la justice faire son travail avant de faire des commentaires à ne pas en finir. Comme nous l'avons fait sur ce plateau d'Eden, on a laissé la justice aller jusqu'au bout. Quand les affaires sont pendantes devant la justice, il faut laisser, contrairement à ce que certains confrères font, on fait des titres qui sont à polémique, des choses comme ça. Faisons très attention également. Voilà aujourd'hui ce que la justice, l'éclairage que nous apporte la justice sur une affaire. Enfin, c'est incroyable. Donc, laissons toujours la justice aller jusqu'au bout et après, on verra. Tout simplement, faisons confiance à la justice. Marcel, la connexion. Je ne vais pas vous laisser partir sans quand même faire un clin d'œil à la RAC. La RAC qui véritablement est venue comme un cyclone. Je vais le dire comme ça, comme un cyclone. Pour balayer tout ce qu'il y a de mauvais dans notre corporation. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Vous savez, c'est un métier qui a des règles, et je l'ai dit ce matin déjà, et je le dis, ça fait un moment. C'est un métier qui a des règles, c'est un métier qui répond à, comment on appelle, qui répond à une certaine éthique. Et à partir de cet instant, chaque personne qui a le diplôme de journaliste ou bien qui est journaliste doit pouvoir respecter toutes ces règles-là. Et quand ce n'est pas respecté, il n'y a pas de raison que la HAC n'intervienne pas. Et moi, je pense que c'est très bien également. Ça va redorer un peu l'image du journaliste au Bénin. Du respect des règles du métier. Le respect des règles de notre métier. 27 rapports, 10 décisions prises. 10 grandes décisions en 4 mois. Et puis, je ne sais pas ce que vous avez écrit ici, c'est quoi? C'est 20 examinés. Bon, voilà. 27 rapports examinés, c'est ça. Voilà, 27 rapports examinés et 10 grandes décisions prises en 4 mois. Voilà, donc moi je pense que la HAC est à l'œuvre. Tout journaliste doit pouvoir soutenir en tout cas cette HAC-là. Parce que c'est... Et puis elle évoque également l'aide à la presse privée, elle évoque l'aide à la presse privée. Le président a dit que ça fait 8 ans que la presse privée n'a pas eu d'aide et que vraiment il y travaille et que ce sera fait. Voilà, on espère également, tout cela va contribuer à améliorer également le quotidien des journalistes que nous sommes. Quand on dit aujourd'hui que le journaliste est mal vu, tout ça, c'est pas seulement par rapport au, comment on appelle, au mauvais comportement de certaines personnes aussi, ça c'est lié également à notre, comment on appelle, à notre niveau de vie aussi, parce qu'il faut aider le journaliste aussi à vivre décemment, à ne pas tomber justement dans certains travers, à ne pas être attiré par l'appât du gain, parce que le journaliste également c'est quelqu'un qui contribue donc au débat public, qui contribue donc à la gestion de la cité, rien que par ses analyses, rien que par le fait qu'il relaie les grands événements et apporte donc l'information aux populations, aider les populations à se faire une opinion de tout ce qui se fait dans le pays. C'est notre contribution et nous le faisons. Et pour ce travail-là, je pense que aussi nous, l'État nous doit un tout petit peu quand même. Et si le président de la RAC peut faire son possible pour que les organes également puissent bénéficier de l'aide de l'État, ça serait une très bonne chose. Il le fait, il a annoncé, il veut le faire. Pour finir. Oui, je dirais bravo aux différents conseillers qui se retrouvent aujourd'hui au niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. On le disait il y a quelques jours sur ce plateau.
c'est en fait le meilleur qu'on peut souhaiter à cette équipe parce que la plupart se retrouvent avoir été des professionnels des médias. Et quand on a un grand nom, Édouard Loco, à la tête de l'institution, quelqu'un qui a été déjà vice-président, premier vice-président de par le passé, quelqu'un qui a été professionnel des médias de par le passé, qui connaît pratiquement tout ce que nous avons comme tard dans la profession, on ne peut qu'espérer mieux en disant qu'il faut forcément qu'on aille au niveau des réformes. Depuis que le président Patrice Talon a été élu en 2016, il n'a travaillé que sur des chantiers de réforme. Mais malheureusement, la presse a été pratiquement le seul chantier qu'on n'a pas pu mettre en réforme. Et donc, il fallait mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est en cela que l'arrivée du président Édouard Loco à la tête de cette institution-là a été très vite saluée par les professionnels des médias. Il y a plusieurs plateformes numériques où il y a les professionnels des médias qui s'y retrouvent. Et quand vous suivez un peu les débats, les échanges qui s'y font, vous vous rendez compte que les journalistes eux-mêmes, les professionnels des médias eux-mêmes, qui se retrouvent sur le territoire béninois aujourd'hui, sont conscients qu'il y a un mal, qu'il y a malaise, qu'il y a, je dirais, une sorte d'épidémie dans le secteur, dans la profession, et qu'il faut tout mettre en œuvre pour assainir le milieu. Il ne faut plus que n'importe qui se lève, se retrouve dans la rue et dise qu'il est journaliste. Les règles sont assez claires. Et tout le monde connaît la règle. D'où l'église au centre du village. L'église au centre du village. D'où le legba au centre du village. Il a utilisé l'expression dès son premier discours de prise de fonction. Et aujourd'hui, les différents conseillers sont en train de travailler à l'accompagner. Vous avez vu le règlement intérieur de la RAC qui, aujourd'hui, a été toiletté depuis la première mandature. Conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, cette information-là est tombée hier. Depuis la première mandature, le règlement intérieur qu'on connaissait, c'est ça qui... Depuis Alisato. Oui, depuis Alisato. Voyez-vous, donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'efforts qui se font. Maintenant, il y a aussi la pression des journalistes qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que les journalistes voudront tout avoir et au même moment. Vous avez vu, là, évoquer la question de l'aide de l'État à la presse privée. Depuis hier que cette information-là est tombée, les commentaires vont de partout et dans tous les sens. Tout comme si c'est l'argent qui devient la priorité. C'est comme si c'est l'argent de l'État qui devient la priorité du journaliste. Non, mais pas que ça devient la priorité. Laissez-moi. C'est nécessaire. L'argent ne fait pas le bonheur, on dit, mais ça contribue au bonheur. C'est ce qu'on dit. Vous voulez que je puisse... Non, mais allez-y. Écoutez, au moment où on est en train de vous parler de l'aide de l'État à la presse privée... Les gens n'ont pas vécu sans ça pendant 9 ans. Écoutez, alors, donc vous ne pouvez pas dire ça. Non. Vous pas dire que c'est comme si ceux qui nous ont donné... Les organes sont restés sans ça pendant 9 ans. Ceux qui nous ont donné pendant les 9 ans dont vous parlez là, ce sont des informations qui sont relayées tout le temps sur les espaces WhatsApp. Si vous voulez que nous puissions faire le vrai débat, on va le faire. On a besoin en fait d'une presse de qualité. Oui, ça je suis complètement d'accord avec vous. Si aujourd'hui l'État prend la responsabilité de pouvoir accompagner les organes de presse privés, il faut qu'on puisse avoir des organes de qualité. Et quand je parle d'organes de qualité, c'est qu'on ne puisse pas avoir, par exemple, une dizaine de unes où les titres sont pratiquement les mêmes choses. Voilà. Que les journalistes se mettent au travail. C'est tout. La RAC est en train de faire son travail aujourd'hui. Il n'y a pas que la politique dans le pays, il y a plusieurs autres choses sur lesquelles on peut informer la RAC est en train de faire son travail actuellement. Oui. Le président de la RAC est en train de s'échiner. Aller au niveau de plusieurs territoires. La dernière fois, il était au Sénégal pour présenter un peu l'expérience du Bénin à ses pairs qui se retrouvent dans l'espace de régulation francophone. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est pour mieux vendre l'image du journaliste béninois. Mais en réalité, est-ce que le journaliste béninois même est conscient du rôle que la République lui a confié? Il ne suffit pas seulement de se lever du jour au lendemain, de piquer une information qui a été envoyée peut-être par un QDAM, excusez-moi de le dire de cette manière-là, sur WhatsApp,
et de le mettre dans un organe de presse écrite pour dire qu'on est en train de faire du journalisme. Voilà. Donc, la RAC, suis certes, complètement fait son d'accord. travail aujourd'hui, mais quand l'aide de l'État à la presse privée serait également envoyée au niveau des organes, que les journalistes puissent effectivement travailler pour permettre aux citoyens d'avoir de bonnes informations, C'est important. d'avoir des enquêtes, d'avoir des dossiers. Parce que l'argent qu'on va leur envoyer au niveau des organes de presse, cet argent-là, c'est l'argent du citoyen béninois. C'est les 25 francs de taxes supplémentaires qu'on a payées sur la facture Nos d'eau, médicaments, la facture notre d'électricité, riz, ainsi de notre suite. Là, poisson. c'est ça qu'on va prendre C'est ça. pour mettre C'est ça. Je au suis profit complètement d'accord. des organes de presse privés. Donc, Merci. il faudrait que chacun Merci. joue convenablement sa partition. Voilà. Parce que demain, attention, Merci, Hugues Hector demain, Zogo. la même RAC qui est en train de travailler à pouvoir vous mettre désormais l'aide de l'État à la presse privée à disposition, c'est cette même RAC-là qui va fermer les organes de presse qui ne seront pas responsables. Merci Hugues Hector Zogo. C'est moi qui vous remercie. Merci. Demain, merci à vous aussi. Je vous en prie. Merci. Merci Hector, c'est très bien dit. Bon, c'est très bien dit. Non, mais Ça, je c'est n'aurais le pas président dit. du Enfin, jury. j'aurais Le dit président du exactement jury. la même chose, quoi. J'aime bien ce qu'il a dit ce matin. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'image du journaliste doit être Non, colorée. quoi. n'embraye Voilà. pas, n'embraye pas. Ok, je n'embraye pas. J'ai attrapé le frein à moi-même. J'ai mis ça au point mort.